Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires. Merci surtout pour le partage. Alors merci, partagez. Recommandez-moi aussi aux frères et sœurs parce que là aussi je viens avec une très bonne nouvelle. Vraiment aujourd'hui je suis convaincu, j'ai amené une très bonne nouvelle et c'est que la paix arrive vraiment cette fois-ci. Je n'ai plus beaucoup de doutes, mais la paix arrive bientôt. La paix arrive en République démocratique du Congo d'ici la fin juillet, pour être vraiment large. La paix va arriver en République démocratique du Congo. Alors hier, j'étais en train de suivre M. Troy Fitrel, qui du département d'État, section africaine du département d'État, il était au Atlantic Council, c'est un think tank. Alors il était là-bas, il y avait un panel sur les fameux deals de la République démocratique, entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Alors, de prime abord, je pense que le retrait de troupes rwandaises de la République démocratique du Congo devient vraiment incontournable, devient une condition sine qua non pour qu'il y ait la paix, et ces retraits doivent se passer rapidement. Le monsieur a utilisé le mot ambition, ambition, et puis il a utilisé le mot aussi aggression ou aggressivity, qui veut dire tout simplement que les États-Unis sont un plan ambitieux et ils sont agressifs dans la poursuite de ces plans pour rétablir la paix en République démocratique du Congo. Donc, la guerre doit se terminer bientôt. À propos de la fin de la guerre, il était en train de dire « We are doing it now, not in 6 months ». Alors, il était en train de dire « On doit le faire maintenant et pas dans 6 mois ». Autrement dit, il y a ce mois de juin et le mois de juillet. C'est ce qu'il a lui-même l'a dit, soit dans ce mois de juin ou soit le mois de juillet. Alors peut-être la mi-juin. Pourquoi? Parce que les deux délégations sont maintenant aux États-Unis pour finaliser les accords de paix, les termes pour négocier, tout au moins mettre la dernière main sur les fameux termes des accords de paix. D'abord, il a aussi dit il y aura aussi les Qataris qui seront là-bas aussi au département d'État. Cette semaine, ils seront là-bas pour aller discuter de la paix. Dans son petit discours-là, il voulait démontrer pourquoi les États-Unis sont aussi déterminés à apporter la paix et pourquoi cette paix doit arriver maintenant. Alors, il a voulu démontrer l'importance de la République démocratique du Congo pour les Américains maintenant, l'importance de la République démocratique du Congo pour les Américains maintenant. Alors, je pense, pour vraiment cimenter l'importance de la République démocratique du Congo pour les États-Unis, je vais commencer par une citation que lui, il a donnée et deux exemples, des arguments que lui, il a donné pour étayer son argumentaire. Alors, la première des choses, il a dit, il a lu un livre du premier ambassadeur des États-Unis au Kenya dans les années 1960. Il est allé au Kenya pensant qu'il sera là-bas au Kenya en train de parler des choses qui concernent les Kenyans. Il s'est retrouvé complètement involvé dans les affaires politiques de la République démocratique du Congo. Vous comprenez déjà, les années 60, quelqu'un vient pour devenir ambassadeur au Kenya, mais tout à coup, il se trouve maintenant en train de penser ou de discuter sur la politique congolaise. Et si tu vas aujourd'hui au Kenya, aujourd'hui, tu vas trouver qu'ils sont involvés dans les affaires politiques de la RDC. Pour nous qui suivons, nous connaissons combien tout le président Kenyatta involvé, Ruto involvé. Ruto même, on parle qu'il il aime involvé mais dans les commerces de l'or qui vient de la République démocratique du Congo. Vous connaissez comment il était très involvé dans cette histoire de la République démocratique du Congo. Alors il dit, j'ai l'impression que ce livre était écrit aujourd'hui. Nous avons l'opportunité.
écoutez ces mots, nous avons l'opportunité de briser ce cycle, de finir et de prendre un pas en avant. Comme ça, nous n'aurons pas les mêmes conversations à propos du futur de la RDC 30 ans, 30 ans après 30 ans, je veux dire. Parce que ceci est une opportunité. Vous comprenez que les États-Unis prennent la République démocratique du Congo comme une opportunité. Une opportunité. Alors, pour les gens qui vivent peut-être aux États-Unis, ils comprennent ces mots opportunité, pas comme nous on les comprend, surtout nous qui sommes dans les pays européens ou en Afrique. Aux États-Unis, les mots opportunité, c'est les mots qui est vraiment ancrés même dans la culture américaine. Quand vous écoutez même les discours des Américains, quand vous parlez avec les Américains, tu vas attendre ces mots revenir beaucoup de fois. Opportunity, opportunities, opportunity. Pourquoi? Parce que les mots opportunité est toujours lié à ce que nous connaissons tous, comment on dit? American Dream, ou le rêve américain. Moi, j'avais ce rêve. Beaucoup d'entre vous avaient ces rêves. Et ils veulent amener ces rêves américains en République démocratique du Congo. Ok, ça, je vais expliquer comment. Alors, vous comprenez que pour atteindre ce rêve américain, les Américains n'ont pas besoin qu'on leur donne de l'argent, mais les Américains ont besoin qu'on leur donne des possibilités. La possibilité, l'occasion, une ouverture qui peuvent leur permettre de faire de l'argent, de devenir riches ou de devenir, d'avoir du succès. Ils ne demandent pas de l'argent, mais ils demandent une opportunité, une ouverture qui va leur permettre d'atteindre leur but, d'atteindre leurs rêves. Comment on dit? Fait vite cliché. Je cherche les bons mots. Atteindre leurs rêves. Faire que leurs rêves deviennent réalité. Voilà ce que je voulais dire. Que les rêves deviennent réalité. Alors pour ça, vous avez le rêve. Ils ont le rêve d'avoir des grandes maisons, grandes voitures, une grande entreprise, construire une bonne famille et tout ça. Donc, tous ces rêves-là ont besoin seulement d'opportunités. Et quand vous travaillez dur, vous allez atteindre cela. Alors, c'est ce que les Américains voient maintenant en République démocratique du Congo. Ils voient la République démocratique du Congo comme une opportunité pour les États-Unis, mais aussi une opportunité pour la République démocratique du Congo. D'ailleurs, nous, en République démocratique du Congo, c'est dont on a besoin. Nous avons besoin d'une opportunité. Nous avons besoin des possibilités. Qu'on donne aux jeunes gens, aux jeunes femmes des moyens pour qu'ils se développent eux-mêmes, pour qu'ils se mettent en exergue, pour que les potentiels que Dieu a mis en eux de vie se manifestent. Alors pour cela, vous avez besoin d'opportunités et c'est ce que les États-Unis apportent en République démocratique du Congo. Pour les États-Unis, c'est une opportunité de par ce que la République du Congo représente, de faire face à l'Union européenne, de faire face à la Chine, de faire face à l'Inde, de faire face à la Turquie et de rester toujours la première puissance économique et militaire du monde. Alors pour cela, il a donné des exemples pourquoi la République démocratique du Congo devient une opportunité. La première des choses, à cause de fameux minerais critiques. Alors, quand on parle de minerais critiques, ça veut dire tout simplement que ces minerais-là deviennent importants parce que ce sont des minerais qui se retrouvent dans la vie quotidienne de chaque personne moderne d'aujourd'hui, que ce soit aussi ici à l'Occident, que ce soit là-bas en Afrique, dans tout le monde entier. Sans ces métaux-là, nos vies modernes deviennent impossibles. C'est pourquoi ces métaux sont critiques. Alors, ces fameux métaux critiques, pour qu'ils deviennent vraiment critiques, il faut que ces métaux soient d'abord rares. C'est-à-dire, on ne les trouve pas dans tout le pays. Des deux, ce sont leur utilité. On les utilise presque dans tout ce qui est gadget aujourd'hui.
mais aussi la quantité. Quelle est la quantité que vous avez de ces métaux-là? Sur ce point, au niveau de la quantité, la République démocratique du Congo joue un rôle important parce que nous avons une quantité énorme. Nous sommes peut-être le premier producteur du cobalt. Nous, je ne sais pas, nous sommes combien pour la production du cuivre. Tous ces minéraux-là, nous sommes à plus de 60% de production. Alors, vous voyez que la République démocratique du Congo devient pour cela incontournable. La deuxième chose que lui, il a donné comme exemple, c'est que toute l'industrie du monde entier ou toute l'économie du monde entier est basée sur 3 métaux spéciaux, à savoir l'aluminium, le cuivre et l'acier. Alors, l'acier et le cuivre, d'après M. Triol, c'est des métaux, nous les en avons à quantité. Et c'est ce qui fait de la République démocratique du Congo, d'après lui, l'un des pays les plus importants, si pas le pays le plus important du monde. C'est ce qui fait que pour les États-Unis, la République démocratique du Congo devient une opportunité. Alors, dans la lutte contre la Chine, lui, il a présenté les choses de cette façon. Dans le sens où les Chinois, il y a à peu près... Les Chinois, ce sont des sociétés d'État. Et c'est toujours l'État chinois qui est derrière et qui donne les go. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, par exemple, la République démocratique du Congo? Et quand ils viennent à la République démocratique du Congo, c'est pour faire ce que le gouvernement chinois leur demande de faire. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils sont en train de détruire l'écosystème. Ils sont en train de détruire les eaux, ils détruisent les forêts, ils détruisent la savane et quelquefois ils fouettent et quelquefois ils tuent même les gens qui travaillent, exploitent les gens qui travaillent. Et cette assertion de Chinois, je la partage parce que quand même, on a vu combien l'exploitation de l'or qu'il y avait en Angola faisait qu'il y ait des poissons qui meurent dans les Kasaï. Madame, à cette époque-là, j'ai vu beaucoup de poissons qui sont morts dans les Kasaï. Et madame ministre de l'Environnement devait partir dans les Kasaï, n'est-ce pas? On a cherché ce poisson-là pour les examiner. Mais la cause, c'était que l'eau était polluée à cause je pense, ils étaient en train d'utiliser un produit qui faisait que ça tuait toutes les vies qu'il y avait dans les eaux. Alors, vous comprenez que les États-Unis, eux, quand ils ne viennent pas tout simplement pour détruire les eaux, ils ne viennent pas pour détruire les forêts, ils ne viennent pas pour détruire les savanes, même si ça va se passer avec les États-Unis, vous pouvez les critiquer, mais ils viennent aussi, non pas seulement apporter de l'innovation, mais ils veulent aussi entraîner les gens au niveau local, parce que c'est pas comme la Chine, où on fait venir, même pour faire la comptabilité, tout ça, on fait venir les gens de la Chine. Mais les États-Unis, quand ils viennent, ils ont, d'après ce que le monsieur a dit, ils ont 300 000 entreprises qui veulent venir, ou je ne sais pas combien vont venir, mais ils ne viennent pas avec les gens pour travailler. On va former les gens sur place et ils transfèrent de cette façon non seulement les savoirs, mais ils transfèrent aussi les savoir-faire, je voulais dire, ils transfèrent non pas seulement les savoir-faire, mais ils transfèrent les capacités, mais aussi de la technologie. Vous comprenez combien c'est important? Et non pas seulement ils vont faire cela, il y aura les infrastructures. Avec les infrastructures vont venir les développements agricoles. N'oubliez pas, c'est les sous-sols. D'ailleurs, c'est le président de la République qui le dit souvent. Il faut la revanche du sol sur le sous-sol. La République démocratique du Congo peut devenir plus riche à cause de l'agriculture qu'à cause de ces minéraux. Donc, vous comprenez, on veut lier agriculture minérale. Alors, ça va faire un boom énorme. Ça va faire un boom énorme. Alors, il n'y aura pas ça. À cause de cela, il y aura aussi un développement humain ou tout au moins un développement social. Donc, la combinaison
infrastructures, exploitation de minerais, exploitation agricole, développement humain vont conduire à ce que la République démocratique du Congo se développe. Et c'est ce que les Américains appellent en un mot opportunité. Donc, vous comprenez que les Américains nous apportent par le deal la possibilité, les possibilités de devenir un État vraiment riche, ou la possibilité pour nous, Congolais, de devenir riches. Hein, de devenir riches. Alors, c'est important. C'est pourquoi il parlait d'opportunité. Donc, les États-Unis considèrent la République démocratique du Congo comme une opportunité. Alors, comment je peux conclure cette histoire avec le Rwanda? Qu'est-ce que cela signifie pour le Rwanda? Alors, la première des choses qu'il faut savoir, ma conclusion à moi, je n'ai pas vraiment maintenant de doute que, parce qu'il y a maintenant un timeline, il y a un compte à rebours qui a commencé, je suis convaincu que d'ici, aujourd'hui nous sommes le 13, d'ici le 13, jusqu'à la fin, donc si j'exagère, c'est jusqu'à la fin de juillet, il y aura des accords de paix signés. L'armée rwandaise doit quitter la République démocratique du Congo. Les M23 AFC doivent quitter les territoires qu'ils occupent. Pourquoi je suis aussi convaincu? Parce que le monsieur Trump était très clair dans son allocution. Très clair. Et il voit les États-Unis, je veux dire, voient la République démocratique du Congo comme une opportunité d'affaires, une grande opportunité pour eux d'affaires. Alors maintenant, ils veulent prendre de risques, ils veulent la faire arrêter avec les tergiversations. Maintenant, si du temps d'Obama, Obama a donné des instructions à Kagame et Kagame est parti. Alors vous savez, il y a une certaine rivalité entre Obama et Trump. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi Trump est devenu président à cause d'Obama, parce qu'Obama s'est moqué de lui. Ah, ça, c'est une autre histoire. Et Obama s'est moqué de lui. Alors, à cause de cela, je ne vois pas comment aujourd'hui, si les gens du département d'État, les États-Unis sous Trump, donnent des injonctions au Rwanda de quitter la République démocratique du Congo, et les Rwandais vont tergiverser. Les Rwandais vont se dire non, on ne fait pas. Ils vont quitter. Je ne vois pas. Alors, s'ils ne quittent pas, il y aura directement soit des sanctions très graves qui vont venir. Il y aura, je ne sais pas, ils vont coopérer soit avec les FARDC ou je ne sais pas, mais il y aura une force qui va faire que ces gens-là quittent par la force. Alors, je ne vois pas comment Kagame peut faire tête à l'administration Trump. Je ne vois pas. Alors, c'est pour cette raison, je pense que d'ici la fin juillet, quelque chose va se passer. Les Rwandais vont quitter la République démocratique du Congo. Les M23 AFC doivent libérer les territoires et après, on peut parler deal. Après, on peut parler autre chose. La deuxième des choses, je suis en train de voir vraiment que la diplomatie du Rwanda est en train de vaciller complètement. Il faut voir les dernières, tout ce qui se passe actuellement. Il faut voir la CAC, il faut voir Ntaganda, je suis en train de voir, c'est comme si, je vous avais dit, j'ai l'impression, moi personnellement, que le Rwanda est en train d'être isolé à un niveau pas possible. Même l'Ouganda, dernièrement, est-ce que vous attendez même les Kenyans parler? Vous attendez les Kenyans parler? Vous attendez Ruto parler? Ruto maintenant parle tout le temps de « Oh non, les Nigériens viennent ici nous prendre leurs femmes parce qu'il y a un Nigérien qui a marié peut-être sa soeur, sa fille et tout ça. » Mais où sont les Kenyans et tout ça? Il s'en fout maintenant de la République démocratique du Congo parce que ça lui a coûté en image et en autorité. Donc, même les Kenyans sont en train de s'éloigner. L'Ouganda est en train de s'éloigner. Alors, vous comprenez que le Rwanda est de plus en plus
isolé. Leur diplomatie est en train est vraiment a pris un plomb dans l'aile ou dans les ailes. Alors, et comme la diplomatie du Rwanda est en train de vaciller, aussi vacille le pouvoir de Kagame. Alors, voyez par exemple la détermination qu'il y a des États-Unis. Pas de paix sans retrait de troupes, pas de coopération sans retrait de troupes, et pas de paix ni de coopération sans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. Pas de paix sans justice. Donc, il n'y aura pas d'impunité. Tout ça, tout quand vous réfléchissez bien, tout ce point que je vais d'annoncer là, ce sont le point de vue de la République démocratique du Congo. C'est ce qui fait que la diplomatie vacille, mais en même temps, le pouvoir de M. Kagame. Alors, supposons que M. Kagame dit « je ne veux pas faire, je ne vais pas m'exécuter, je ne sors pas, je vais faire la tête aux États-Unis ». Alors, vous comprenez qu'il y aura des sanctions qui vont tomber. Vous comprenez aussi que les États-Unis ont promis d'ouvrir des dossiers judiciaires contre tous ceux qui sont impliqués dans cette guerre. C'est ça même la demande de Mme Kaikwamba tout le temps, qui est de punition, ou tout au moins sur la chaîne de commandement, que ce soit chez AFC et que ce soit au Rwanda. Donc, les États-Unis connaissent sur qui ils vont mettre la main, peut-être le traduire à la CPI. Alors, vous comprenez que ça, c'est une menace vraiment énorme, hein? Alors, et puis, il y a la présence peut-être d'Academia. Ok, je ne suis pas pour la présence d'Academia dans la partie Est, mais je préfère plutôt que les États-Unis aident le FARDC avec des imageries ou je ne sais pas quoi, pour que vraiment ils fassent le job de faire partir le Rwandais et les AFC de la République démocratique du Congo. Alors, très chers frères et sœurs, vous comprendrez que la guerre de Kagame est finie et Kagame a lamentablement échoué. Pourquoi j'ai dit il a lamentablement échoué? Il n'a atteint aucun de ses objectifs. Alors, il n'a pas de victoire. Il doit se retirer de la République démocratique du Congo. Il n'a pas réussi à faire le brassage, mixage, brassage. Il n'a pas réussi à affaiblir la République démocratique du Congo, à infiltrer à nouveau le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, ou tout au moins à étendre son influence à l'Est ou sur le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il n'a pas réussi à diviser la République démocratique du Congo, ou tout au moins à diminuer le patriotisme des Congolais. D'ailleurs, c'est pour cette raison, c'était un but, hein, c'était leur but de vouloir diminuer ce nationalisme, diminuer ce patriotisme de la République démocratique du Congo. Ils ont utilisé des gens comme Katumbi, Kabila, Senko, SCC et même les Congolais achetables pour manipuler l'opinion et faire que l'opinion vraiment soit divisée, parce qu'il y a la vieille méthode de diviser pour régner. Alors, la plus grande échec, il n'a pas réussi à tuer Félix Antoine Tshisekedi. Alors, au contraire, c'est lui qui est en train de fuir. Dernièrement, vous avez attendu, on ne les trouve pas à Kigali. Et Kigali, c'est un petit pays. Hein. On ne les trouve pas, c'est une petite ville, je vous l'ai dit. On ne les trouve pas à Kigali, on ne sait pas là où il est. On dit de lui qu'il est malade, on dit de lui qu'il est ici, on ne sait pas là où il est. Entre-temps, Félix est là-bas à Kolwezi, en train d'inaugurer toutes les réalisations. Il est tout le temps là-bas en train de faire quelque chose. Kagame porté disparu. Alors, vous comprenez que je m'imagine qu'à la fin, quand ils vont se retirer les troupes, et à cause des sanctions économiques et de tout ce qui se passe, il y aura, je m'imagine, une explosion sociale au Rwanda qui peut-être va conduire à la chute de Kagame.
Mais moi, je pense que les plus grands problèmes que Kagame a, c'est une conscience lourde. Une conscience lourde. Et cette conscience lourde, à cause de la mort de beaucoup de jeunes Rwandais qu'il a envoyé vraiment mourir au Congo sans cause. Tout simplement pour ses ambitions personnelles ou ses envies vraiment de grandeur. Donc, je ne sais pas s'il a une conscience, parce que je connais, nous connaissons au moins de Hitler, qu'à la fin, quand il a réalisé qu'il ne peut plus rien faire, il s'est donné lui-même la mort. Ça, je ne pense pas que Kagame va le faire parce qu'il n'a pas ce courage-là, mais tout au moins, il a fait tuer beaucoup de Rwandais. Il a abîmé les relations entre le Rwandais et je ne sais pas, il aura une conscience très lourde et l'histoire ne sera pas douce avec M. Paul Kagame. Il a tout perdu. Maintenant, il voulait se donner l'aura des sauveurs, l'aura de quelqu'un des grands leaders. Cette histoire des grands leaders, c'est fini. C'est fini. Alors, vous comprenez que c'est Tshisekedi qui a gagné sur tous les plans. Maintenant, je vais venir à cette histoire, au discours de M. Cholet, à la réponse de M. Cholet à M. Jean-Pierre Bemba. Alors, vous voyez, je venais de dire tout à l'heure que Kagame comptait sur beaucoup de Congolais à l'intérieur du Congo même pour affaiblir la République démocratique du Congo. Parmi ces gens, parmi vraiment les gens que Kagame utilisait pour affaiblir Félix et affaiblir la République démocratique du Congo, c'est la Senko et ceci. Principalement 3 personnes, Monseigneur Ambongo, 4 à mon sens, Monseigneur Ambongo, Monseigneur Willy de Goma, Monseigneur Muteba de Katanga et Monseigneur Cholet. Alors, je vais peut-être commander seulement la dernière phrase de messieurs, peut-être les dernières phrases. Je vais commenter tout simplement ça. La Sénéco réaffirme sa détermination à défendre sans faillir les valeurs de justice, de dialogue et de réconciliation. Alors, je me suis arrêté sur les mots valeurs. Valeur. D'ailleurs, soyons honnêtes. Est-ce que vous pensez, je ne sais pas ce que lui il comprend par valeur. Je ne sais pas ce qu'il comprend par valeur. Parce que je ne pense pas que dialogue, c'est une valeur. Je ne pense pas que la réconciliation est une valeur. Pour moi, les valeurs, dans tout ce qu'il a dit ici, il n'y a qu'un seul mot qui est pour moi une valeur, c'est la justice. Mais il y a aussi une autre valeur qui est la vérité, il y a une autre valeur qui est l'humilité. Et c'est sur ces 3 valeurs que moi je vais m'étendre. Je vais peut-être laisser les autres choses que M. Cholet a dit. Alors d'abord, tout simplement, une question de rhétorique. Vous pensez vraiment que M. Cholet peut nous donner des leçons sur des valeurs? Est-ce que M. Cholet a des valeurs? Quelles sont les valeurs de M. Cholet? Quelles sont les valeurs de M. Muteba? Je ne parle pas de l'Église catholique. Je ne parle pas de catholiques, femmes et hommes. Mais M. Cholet à lui-même, quelles sont ces valeurs? D'ailleurs, la preuve que vous répondez, la preuve que vous vous justifiez, c'est une preuve tout simplement que vous n'avez pas de valeur. Parce que les gens qui ont des valeurs sont les gens qui ont une certaine autorité et cette autorité-là est respectée. Les gens respectent ces gens-là. Mais vous n'avez aucun respect. Personne ne vous respecte parce que personne ne se retrouve en vous. On ne retrouve pas en vous les valeurs qui peuvent vraiment, on peut dire, ça ce sont des hommes et des valeurs. Wow. Vous n'avez pas d'autorité. Le manque d'autorité même, c'est un signe que vous n'avez aucune valeur. Parce que quand on a de valeur, ça vous confère une certaine autorité. Vous n'en avez pas. Vous ne commandez aucun respect, vous ne commandez aucune autorité, vous ne commandez aucun respect dans la conscience congolaise. Vous n'en avez pas. Alors la vraie question, c'est de savoir pourquoi cela? Pourquoi on ne vous respecte pas? Pourquoi vous n'avez pas d'autorité? C'est là la vraie question.
Alors, je vais d'abord parler de valeur d'humilité. Parce que mais j'avais dit une fois, pour vraiment avoir de l'autorité, il faut avoir de l'humilité. Alors, je ne sais pas, quand vous parlez là, c'est vrai, vous dites que non, monsieur Jean-Pierre Bemba a profané des inepties, mais peut-être même des sottises, d'après vous. C'est possible, moi je ne sais pas. C'est vous qui appréciez. Mais il a dit quelque chose, monsieur Jean-Pierre Bemba. Vous étiez à Goma. Vous étiez avec Nanga, vous étiez avec Pissimwa, vous étiez avec tous ces gens-là. Vous étiez en train de rire avec tous ces gens-là, n'est-ce pas? Mais il a dit quelque chose. Vous êtes allé à Kigali, vous êtes allé à 3 kilomètres de là où vous étiez. À 3 kilomètres, il y avait les camps de Mukungu, je ne sais pas. À 3 kilomètres. Mais vous n'avez pas daigné visiter ces gens-là. Vous n'avez pas daigné prendre le soin de s'occuper des gens qui étaient autour là et demander leur état. Pour vous, ces gens-là, ça ne vous concernait pas. Pour vous, ça ne vous concernait pas. Alors, l'humilité, c'est de reconnaître, là, on a fait une erreur. Là, on a fait l'humilité, c'est de reconnaître le fait que nous étions chez Kagame et tout ça, c'est une erreur. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est la force de caractère. Mais quand vous venez nous chanter, comme vous parlez là, comme c'est quelqu'un qui chante, du n'importe quoi. Alors, maintenant, quand on veut parler au niveau de la corruption, parce que ça aussi, c'est une valeur de savoir dire non quand on veut vous corrompre. Alors, dites-moi, quand madame, la femme de l'ancien président, construit une cathédrale à Goma et M. Willy est vraiment émerveillé, est-ce que vous avez posé à cette madame-là la question de savoir d'où vient cet argent? Quand M. Katumbi vous donne de l'argent, vous posez la question de savoir d'où vient cet argent. Quand M. Kabila vous donne de l'argent, vous posez la question de savoir d'où. Vous connaissez comment M. Kabila est venu. Vous connaissez comment M. Katumbi est venu. Vous connaissez comment cette madame-là est venue. D'où vient l'argent? Donc, vous recevez l'argent de la corruption et vous tournez. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est ça l'Église catholique depuis toujours. L'Église catholique est dans le travail d'absoudre les criminels. C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler de justice. Je ne connais pas l'Église catholique dans son histoire. Elle est là tout simplement à recevoir de cadeaux, à recevoir de l'argent, à recevoir et tout simplement amener tout simplement, quand vous amenez de l'argent, même par exemple Olive Lembe, tout ce qu'Olive Lembe a fait, maintenant Olive Lembe c'est une sainte. Tout ce que Kagame fait, Kagame vous donne de l'argent, c'est un saint. Tout ce que Nanga, Bissimo ont fait, et vous riez avec eux, après vous les proclamez de saints. C'est ça l'Église catholique. Donc vous ne pouvez pas nous parler de justice parce que cette fois-ci, jusque-là, vous n'avez pas encore condamné le Rwanda, vous n'avez pas condamné Bissimo, vous n'avez pas condamné Nanga, vous n'avez pas condamné Kaniki, vous n'avez pas condamné toutes les atrocités qui se passent à l'Est. Donc, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de paix, sa vraie justice. Jusque-là, vous voulez amener, ça m'étonne, vous voulez traduire Jean-Pierre Bemba en justice, non? Mais c'est l'organisation, la vôtre, c'est votre organisation qui devait être les fers de lance, qui devait se mettre au devant pour défendre les faibles, les faibles contre le fort. Qui sont les forts actuellement, les gens du M23? C'est vous qui deviez être devant, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes devant? Mais vous parlez de justice. De quelle justice? Entre-temps, dans l'organisation où vous êtes, il y a des pédophiles. Beaucoup de vos prêtres sont des pédophiles. Là aussi, on a besoin de la justice.
Beaucoup de vous abusent des jeunes filles, des jeunes... Moi, je sais, j'étais catholique depuis très longtemps. Je sais de quoi je parle. Là aussi, on a besoin de justice. Alors, vous comprenez, quand vous nous amenez l'histoire de justice, il faut arrêter. Maintenant, au niveau de la vérité, parce que si vous avez vraiment de la vérité, maintenant, toutes les organisations, c'est connu, tout le monde, même les États-Unis, il y a les images qui venaient de sortir, ça c'est une valeur, la vérité. Il y a des images, tout le monde sait maintenant que les M23, c'est important. C'est une organisation importante. C'est une marionnette. Alors, au lieu de venir avec de querelles inutiles, votre organisation, la CENCO-ECC, pourquoi vous ne prenez pas le temps de condamner maintenant clairement les M23 AFC, Kabila? Pourquoi vous n'avez pas ce courage-là? Parce que vous avez parlé de courage, vous avez parlé de courage. Mais vous n'avez même pas le courage, vous n'avez même pas les cuits d'appeler ces gens-là, ces tueurs, des criminels, au lieu de les appeler, oh non, nous sommes des pasteurs, nous sommes des pasteurs. Quel pasteur? Ah, se payer les gens comme Senko. La Senko se réserve le droit de saisir la justice. Il faut plutôt saisir la justice pour les actes de pédophilie qui se passent dans votre organisation, les actes de corruption, les actes de viol. Faites comme ici en Allemagne ou ailleurs, où on est en train de faire des recherches pour savoir qui viole et qui fait quoi. C'est ça qu'il faut saisir. Hein? Il faut saisir, au lieu de gaspiller le temps. D'ailleurs, ça m'étonne, parce que là, par exemple, la Senco escorte les fidèles catholiques à prier pour les... il faut même pas prier, il n'y a rien qui va arriver. La prière, si vous dites, ok, je comprends, peut-être des malédictions, parce que la prière que vous faites au nom de Marie n'arrive pas chez Dieu. Non, il n'y a qu'une seule prière qui arrive au nom de chez Dieu, et c'est la prière qui est faite au nom de Jésus. Si vous invoquez Marie même 1000 fois, ça ne va pas arriver. Oh, la femme de Bemba prie, hein? Elle prie pour son mari, donc ça ne va pas arriver. Je suis désolé de vous le dire, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Donc, gaspillez votre temps, plutôt humiliez-vous et allez chercher à parler à Jean-Pierre Bemba. Alors, quand maintenant vous dites... Quand vous dites à ces propos, Jean-Pierre Bemba avait ramené les pays à l'époque où, je dois imiter un peu les messieurs, avec ces propos, Jean-Pierre Bemba avait ramené les pays à l'époque où il devait faire tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Mais n'est-ce pas, il y a les béatitudes. Ce n'est pas soi, M. Scholl, qui nous disait que non, vous êtes des hommes de Dieu, il faut qu'il y ait les pardons. Et que le pape, je ne sais pas lequel pape là, qui a été tiré par un tueur qui est allé à la prison pour demander pour pardonner. Pourquoi vous ne pardonnez pas Jean-Pierre Bemba? Pourquoi vous demandez que là... Il faut nous laisser. C'est pourquoi Jésus, quand il a parlé de vous, il a parlé de gens comme vous, comme des hypocrites, des tombeaux blanchis. Et c'est ce que vous êtes. Aucune valeur. Tout, à l'intérieur, là, vous cachez seulement de la méchanceté. Dans votre tenue, là, il n'y a que de la haine et de la méchanceté. Vous ne connaissez pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui connaissent Dieu, comme moi. Et quand moi je parle de valeurs, j'en ai des valeurs. Moi, j'en ai des valeurs. Alors, quand vous parlez de valeurs, je prends Gandhi ici. Je prends, comment il s'appelle, Mandela. Je prends Lumumba. Et vous m'avez parlé de valeurs. Il est étonnant, malgré la gravité des propos tenus par Jean-Pierre, il n'est aucune réaction des institutions de la République et de la hiérarchie.
Normalement, le procureur général, près de la Cour de cassation, l'Assemblée nationale devait se saisir d'offrir de ce dossier pour faire toute la lumière sur toutes les allégations, en tirer les conséquences et en tirer toutes les conséquences de droit. Quand vous avez chassé les gens des centres Nganda là-bas, ça m'étonne. Là, quand vous dites maintenant le procureur général doit se saisir de quoi? Il y a la liberté d'expression. Se saisir de quoi? Vous savez, dans les pays comme le nôtre, aux États-Unis, la liberté d'expression est écrite à lettres d'or. Il n'y a pas de limite. Alors, se saisir de quoi? Et c'est le procureur qui va se saisir de quoi? Et maintenant, l'Assemblée nationale. Donc, c'est appel depuis à qui? À Kamere. Mais que Kamere sait que c'est Kamere lui-même qui sera chassé là-bas. Il va venir défendre l'indéfendable. Alors, vous voyez, très chers frères et sœurs, ces gens vraiment, je ne sais pas, j'ai pitié seulement pour les chrétiens catholiques. Vraiment, ça me surprend, j'ai pitié. Ces gens-là, et ils parlent de bonne gouvernance, il n'y en a pas chez eux. Ils parlent de valeurs, ils n'ont pas de valeurs. Alors, je ne sais pas, quand ils font des descriptions de la crise politique, il faut tout ça, mais chez eux-mêmes, dans l'organisation qu'eux, ils chapeautent, il n'y a pas ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est vraiment la définition même de l'hypocrisie. C'est la définition même de l'hypocrisie. C'est la définition même du pharisaïsme ou de pharisaïsme. Et ce sont eux qui vont venir donner des leçons aux Bemba, aux Congolais, à la présidence de la République, bonne gouvernance, liberté d'expression. Si vraiment vous êtes des hommes de valeur, et que ce que vous dites, c'est la démocratie, mais il faut laisser, comment il s'appelle, Jean-Pierre Bemba s'exprimer librement sur vous. Et si vraiment ce que lui est en train de dire n'est pas vrai, ça va disparaître de soi-même. Il n'y aura même pas quelqu'un qui va s'en occuper. Le problème est que la majorité des Congolais, si vous faites un sondage aujourd'hui, M. Cholet, la majorité des Congolais pensent comme Jean-Pierre Bemba. C'est ça la difficulté que vous avez. Alors vous comprenez, très chers frères et sœurs, mais ces choses-là dit qu'on ne se laisse pas manipuler. Moi, je dis, on ne se laisse pas non plus manipuler par la Senko et ça, c'est de la manipulation. Ce sont des manigances pour s'aimer de la division. Non, on n'a pas besoin de ça. Ce sont des gens qui n'aiment pas notre pays. Ils se sont évertués à aller partout dans le monde, parler du mal du président de la République. Maintenant, ils sont coincés avec leur affaire de pacte, je ne sais pas quoi, ils envoient Fayoul. Tu sais, moi, je soutiens Fayoul, mais je ne soutiens pas Fayoul pour qu'il aille là-bas demander des dialogues. Ça nous amène nulle part. C'est tout un dialogue qui sera piloté par les gens qui n'ont aucune valeur morale. Des corrompus. Des politiciens. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ces Cholet et Metemouteba ne créent pas un parti politique. Il vous serait beaucoup plus utile dans la politique que là où vous êtes, comme Monseigneur ou je ne sais pas quoi. Moi, je ne sais pas. Hein? Mais c'est Cholet, si tu n'étais pas Monseigneur, tu penses que tu serais aussi erfolgreich, tu auras aussi du succès comme tu as maintenant là, en train de nous narguer avec... Que le Seigneur te bénisse. Même toi, mais c'est Cholet, que le Seigneur te bénisse. Dieu te donne la possibilité de te repentir. Non, je dois le dire. Mais c'est Cholet, je suis un homme de Dieu. J'ai beaucoup étudié comme vous, peut-être plus que vous. Je dois être honnête. J'ai beaucoup vu aussi. Alors, je n'ai aucun complexe. J'ai dormi dans les hôtels chers. Ce n'est pas comme vous autres là qui, quand vous avez dormi dans un hôtel 5 étoiles, vous trouvez c'est là quelque chose d'extraordinaire. Moi, non. Donc, vous comprenez, messieurs, vous avez besoin de vous repentir.
Vous ne verrez pas Dieu. Vous ne verrez pas Dieu si vous ne vous repentissez pas. Ce que vous faites, vous croyez le faire au nom de Dieu, mais vous le faites au nom du diable et vous avez besoin de vous repentir. Il faut cesser avec cette hypocrisie et cette manipulation de la population. On ne se laissera pas manipuler et on n'acceptera pas des dialogues pilotés par vous parce que vous n'avez pas vraiment ni l'autorité ni les valeurs pour diriger un tel dialogue. Que le Seigneur vous bénisse.